Bonjour et bienvenue dans le 13e épisode de Scotch et Domination Mondiale. Cette semaine, une entrevue avec Alexandre Vanier qui est chef de technologie pour l'entreprise Poche et Fils, une entreprise québécoise très drôle. Ils ont une belle culture d'entreprise. Ils font des t-shirts avec des poches personnalisées, vraiment très sympathiques. Et c'est une entreprise qui roule plusieurs millions de dollars par année avec plusieurs dizaines d'employés. C'est devenu vraiment une grosse entreprise qui sont distribués chez Simons. Et Alexandre a eu vraiment là, la gentillesse de venir en studio, partager l'expérience de ça a été quoi de monter cette entreprise-là. Comment faire si vous voulez vous lancer une entreprise similaire? C'est quoi les étapes? C'est quoi les outils? Comment est-ce qu'on fait en fait pour faire une entreprise comme Poche et Fils? Ça a été vraiment une belle entrevue. J'ai eu beaucoup de plaisir à connecter avec lui. C'est une personne très intelligente et il y en avait beaucoup à dire. Encore une fois, entrevue en 2 parties. On va vous revenir la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue. Il va vraiment se concentrer plus sur le côté marketing, les tactiques, comment être capable d'aller chercher de la croissance. Tandis que là, maintenant, dans cet épisode, on va vraiment se concentrer sur l'histoire de son entreprise et comment être capable de mettre ce genre d'entreprise-là sur pied. Alright, fait que j'en dis pas plus long et je vous présente Alexandre Vanier. On va commencer dans l'entrevue. On va faire 2 parties. La première partie, on va vraiment parler de tout ce qui est développement d'affaires, c'est quoi le processus entrepreneurial en arrière du lancement de Poche et Fils. Et ensuite ça, on va regarder dans toute la question comment être capable de développer un e-commerce sur Internet. Fait que toutes les stratégies marketing, le UX, là, l'expérience utilisateur du site web, les différentes stratégies, email marketing, Facebook, AdWords, les influenceurs. Ils ont fait beaucoup de marketing par influenceurs, fait que ça va être quelque chose d'excessivement intéressant. Fait que première question, très simple, peux-tu juste nous parler, premièrement, ça fait combien de temps que l'entreprise a été fondée? Deuxièmement, ça a été quoi la croissance de l'entreprise? OK. Dans le fond, Poche et Fils, ça existe maintenant depuis un petit peu plus que 2 ans et demi. Donc, à l'intérieur de 2 ans et demi, là, on est passé de au départ 2 personnes. Maintenant, on en est 40, 41, dépendamment de l'heure où il est. Donc, fait qu'en 2 ans et demi, on a eu une assez bonne croissance. Dans la première année, on a vendu peut-être 10 000 t-shirts, chandails au Québec. Deuxième année, c'est rendu presque à 100 000. On continue avec une croissance similaire. En ce moment, on doit faire du 40% de croissance presque chaque mois depuis notre existence. Donc, la machine continue de grossir à un rythme assez impressionnant. Là. Puis qui l'aurait cru avec un concept aussi simple que ça, mais je pense que on a eu la chance, mais on a aussi beaucoup notre équipe, on a gagné à l'exécution. Donc, ça ressemble un peu à ça. Donc, il y a 2 ans et demi, c'était Anthony et Nicolas, les 2 fondateurs, qui vendaient des t-shirts dans le parking de la Belle Province à Montréal. Aujourd'hui, là, on est 40 membres de la famille Poche et Fils, puis dans nos bureaux de Hochelag à Montréal. C'est vraiment 40 personnes comme tu sais, ça fait quoi d'avoir 40 personnes qui dépendent, en guillemets, de toi, d'une certaine façon, puis qui font partie de ta culture d'entreprise? C'est comme une grosse famille, avoir une business. Ouais. C'est quoi le feeling? C'est pour moi c'est vraiment un des points qui me motive au travail, dans le sens qu'on est entrepreneur, on fait de l'argent, on a du succès, mais en start-up, souvent, on se paye peut-être pas autant qu'on serait payé en entreprise. On doit mettre plus d'heures, etc. Mais un des gros wins pour moi de l'entrepreneuriat, c'est justement d'avoir ce feeling-là, d'arriver à job, d'avoir créé des emplois, d'avoir un peu... On a vraiment aussi, en étant dans un contexte plus start-up qu'entreprise normale, comme tu dis, on a une vibe très familiale, on fait des activités ensemble, on se parle, c'est un peu comme une gang de chums qui montent quelque chose ensemble, fait que le feeling est vraiment incroyable, ça vaut c'est un avantage social assez incroyable. C'est vraiment, ça doit être vraiment le fun. Je peux juste, est-ce que tu t'imaginais que ça allait prendre cette ampleur-là, il y a 2 ans et demi? Non, pas. je serais malhonnête je pense qu'on serait les 2 fondateurs principaux, moi comme 3e cofondateur, je pense qu'on serait un peu on se mentirait à nous-mêmes si on dirait que oui. Il y a eu un bon moment où on y allait au jour le jour, on profitait pendant que ça avait de la croissance, mais qu'on se demandait toujours un peu
quand est-ce que ça va terminer, quand est-ce que ça va finir. Ça a pris peut-être 6 mois, 1 an avant qu'on se rende compte qu'on avait vraiment quelque chose là, qui avait du potentiel énorme, puis qu'après ça, on est embarqué à fond dans l'aventure. Au début, on était pas nécessairement temps plein. Tout le monde, on travaillait comme le plus d'heures possible, mais moi, j'étais un peu plus en retrait. Je m'occupais des technologies, je m'occupais du site web. Donc, je travaillais presque exclusivement à distance de chez moi, vu que notre quartier général, c'était la belle province. Après ça, on est passé on est passé dans un garage dans une ruelle de Hochelaga qui était semi-légale. Fait que, tu sais, on n'avait pas d'espace de travail. Donc, c'est ça. Moi, je me trempais le pied tranquillement, puis j'avais d'autres projets, puis tranquillement, j'ai fait la balance en abandonnant un peu plus de choses pour mettre un peu plus de temps à Poche et Fils. Mais ça prend un bon 6 mois là, avant qu'on se rende compte que puis ça a pris combien de temps avant que l'entreprise soit suffisamment grosse pour être capable de vous, justement, de vous donner un revenu à vous trois? Parce qu'au début, ça devait être quelque chose on the side, que personne t'ait payé, puis on faisait ça juste pour le fun, mais... Ben, en fait, au début, l'avantage, c'est que Anthony et Nicolas, les deux fondateurs, étaient étudiants, donc il y avait peu de dépenses. Il était encore, il y avait pas de loyer nécessairement comme ça, donc ils pouvaient se permettre d'avoir peu ou pas de salaire. Moi, j'avais d'autres sources de revenus à côté, donc ça a pris, je dirais, dans la première année, on a fait peut-être, j'ai dû recevoir peut-être 4000 $ là, dans les premiers 6 mois, on va dire, la première année, mais mettons... On s'achète un nouveau char. Ouais, mettons, ça a permis ça, donc ça a pris, après 6 mois, on s'est assis, puis on s'est négocié, on s'est dit qu'on allait se verser un bon salaire, mais on aurait pu le faire plus tôt, mais on préférait remettre l'argent pour... donner des chandails, mettre dans la croissance, mais ça a été quand même assez rapide de par notre modèle d'affaires, de par le produit qu'on vend. Là, le produit est assez viral en soi. By the way, le produit, c'est les beaux petits chandails ici avec des poches. Parce qu'on n'a pas encore expliqué le concept. Peut-être que les gens vont pas savoir. Peut-être que les gens connaissent pas ça. Fait que, écoute, on va bien voir sur cette caméra-là. Tu peux faire une petite démonstration de ta poche. Ouais, bon, donc moi aujourd'hui j'ai la poche un paresseux sur un Segway. Donc qui est c'est une idée que j'ai lancée à notre illustratrice, puis elle m'a pris au sérieux, puis elle a développé la poche pour moi, mais qui est une de nos poches les plus cool. Selon moi. Donc le concept c'est simple, on choisit ta base de t-shirt. Donc on en a pour hommes, femmes, enfants, bébés. On a des collerons, des camisoles, des sweats pour les hommes, des v-necks, des chandails collerons pour les femmes. Donc on a environ une trentaine de choix de base, puis on a environ 70 modèles de design de poche. Donc tu fais ta combinaison, au final ça fait peut-être 5000 combinaisons différentes. Donc c'est un peu ça le concept. Il y a une poche pour tout le monde. Tout le monde peut trouver un peu sa poche qui lui convient. Puis on fait une rotation à presque chaque semaine. On sort une nouvelle poche. Ça me fait rire, man. On sort une nouvelle poche, on en enlève une. Donc il y a un peu comme d'exclusivité sur chaque modèle. Donc on gardera pas un modèle 2 ans ou même si c'est un bon vendeur. Par exemple, on a sorti 4-5 de nos meilleurs vendeurs à vie en début d'année parce qu'on veut on veut se renouveler, on veut sortir d'autres niaiseries sur nos poches. Donc c'est ça. Puis la brand de Poche et Fils est très très humoristique, très très tu sais c'est fucking drôle. Ouais, ben ça c'est beaucoup Anthony, le fondateur, qui est un peu le génie créatif des jeux. Au début que ça a parti vraiment, ça venait de lui, là, l'entreprise Poche et Fils, pour un peu faire référence aux toutes les compagnies d'électriciens, de plombiers qui sont tout le temps comme Gendron et Fils, Tremblay et Fils. Fait que lui c'était comme Poche et Fils parce que poche, tes poches, là, c'est une entreprise un peu pour mettre un peu le ton qu'on se prenait pas au sérieux. Ça ouvrait aussi la place à beaucoup de jeux de mots avec les poches ici, les poches, tes poches, etc. Donc ça a bien fonctionné. Puis tranquillement on a transitionné, on s'est servi de ça pour faire rire les gens, puis on a vraiment évolué dans une brand qui est juste qui se prend pas nécessairement trop sérieux, qui fait de l'humour, un peu son angle d'approche dans toutes ses communications, puis on aime ça faire rire le monde. Parce que moi, j'ai pas été ciblé, en tout cas, j'avais pas vu de publicité ou j'avais pas
remarqué, je savais pas que vous existiez en fait avant à peu près le mois de novembre, justement, parce que tu donnais une conférence juste après moi au même événement. OK. J'avais pas assisté, fait que j'avais pas pu voir justement ce ton humoristique-là. Puis là, puis là, j'avais entendu parler de toi, comme hey, c'est une entreprise qui a vraiment une grosse croissance. Blablabla. Puis là, t'étais sur la tranchée aussi, tu t'es introduit. J'avais été regarder le site web, je suis comme oh my god, ma blonde elle a une poche. Elle a un chandail de poche et fils. Fait que là, je suis comme ah, tu sais, ok. Ils sortent de où eux autres? C'est quoi qu'ils font? Puis là, Marie-Pierre, elle a été regarder une présentation de Anthony, c'est ça? Ouais. Qui était très 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 drôle. Elle a pas arrêté de m'envoyer des slides toute la soirée avec des quotes qu'il disait dans sa présentation. C'était vraiment hilarant. Puis là, je me suis vraiment intéressé. J'ai regardé les médias sociaux que vous aviez. J'ai regardé tout ce que vous faisiez en termes de promotion. J'ai fait comme, ok, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est vraiment drôle. Et puis c'est vraiment quand j'ai vu votre brand humoristique que j'ai accroché sur l'entreprise. Puis je pense que c'est excessivement important en mode, justement, d'avoir une espèce d'élément d'identité fort qui accroche les gens, qui est sticky, qui colle, puis qui reste avec toi quand tu rentres en contact avec l'identité de brand. Je sais pas si tu connais l'entreprise MeUndies. Ouais, en fait, c'est une de nos... en fait, on ne le connaissait pas au début quand on a établi ça. Mais quand on est devenu un peu plus sérieux, c'est devenu une de nos inspirations là, pour la croissance. Là. Donc, on connecte beaucoup avec MeUndies côté anglais, puis le slip français en France, qui ont un peu des humours. Ça, je connais pas, j'irai voir. Puis, tu sais, je les suivais sur Snapchat, puis là, t'avais tout le temps... À un moment donné, à chaque mois, ils envoient à cause que c'est un abonnement mensuel là, que tu prends pour avoir les nouveaux sous-vêtements. J'ai beaucoup trop de sous-vêtements d'ailleurs. Confortable. Très confortables. Qui sont pas très résistants à la laveuse par contre, malheureusement. Quand que t'es un homme et que tu mets tout ton linge dans la laveuse en même temps sans regarder les étiquettes. Dans la sécheuse après. Et dans la sécheuse après, c'est pas excessivement pratique. Mais il envoie des cadeaux à tous les mois. À un moment donné, c'était un gun à eau. OK. Puis là, tu pouvais aller sur Snapchat, tu regardais, il y avait genre la fille qui s'occupait des médias sociaux, qui était une fille très attirante. Ouais. Qui se promenait en bobette avec son gun à eau dans les bureaux de MeUndies en train de pitcher de l'eau sur le fondateur. Fait que ça fait une brand que tu peux pas aimer ça. Non, clairement. Puis eux comme nous, ils ont pas réinventé la roue. Là. Ils vendent des sous-vêtements. Il y avait d'autres mondes qui en vendaient. Il y a les entreprises, des grosses brands qui vendaient des sous-vêtements drôles. Mais ils ont juste comme décidé de prendre cet angle-là un peu différent, de devenir les maîtres des sous-vêtements. Nous, on a utilisé ça pour se frayer un chemin là, avec les t-shirts à poche. Là. Mais, ouais. Puis vous avez fait beaucoup de marketing par influence, on va en reparler plus tard, mais ça aussi, ça doit être, tu sais, avec les médias sociaux, avec les influenceurs qui ont une proximité très très directe avec leur audience, ça donne en tout cas, j'ai l'impression que ça donne une accessibilité à l'entreprise, dans le sens que mettons que j'achète un chandail, je suis vraiment pas bon en fashion, d'une certaine marque. H&M. Non, pas H&M, mais tu sais, un t-shirt ou une chemise genre 200$, genre un Lacoste ou un Polo, peu importe. Ralph Lauren, whatever. Ralph Lauren, là, il me dit rien. Il est pas sympathique. Non. Je fais pas comme high five Ralph Lauren. Puis... Non, tandis que avec une approche comme justement Dollar Beer Club, MeUndies, Poche et Fils, ça donne vraiment comme une expérience particulière de consommation. C'est sûr, c'est plus facile d'approche, ça donne une meilleure proximité avec le client, puis surtout en mode, on peut dire qu'on fait de la mode. On fait pas nécessairement de la mode, mais en mode c'est moins populaire le côté humoristique que souvent ce qui est populaire avec les marques à Montréal, c'est un peu plus l'aspect vendre du rêve, vendre l'aventure, vendre les trucs un peu, les gens se prennent un peu au sérieux, portent un linge. Tu mets notre chandail. Les photos de... Les femmes vont te regarder, puis quand tu vas marcher, tu vas être au ralenti. Exactement. Un peu, ça se ressemble beaucoup, puis il y a très peu de gens qui prennent carré puis qui font juste n'importe quoi. Puis donc nous, en prenant ça, on s'est différencié des autres compagnies de streetwear à Montréal. C'est toutes des photos un peu sérieuses, un peu à nous, mannequins, c'est du monde de tous les jours. On fait un peu des trucs, des niaiseries, puis ça fait que ça a fonctionné. Les gens, quand ils nous parlent quand ils nous écrivent des courriels, quand ils nous écrivent sur Facebook, ils nous parlent c'est bien et non, mais ils nous parlent comme si on était un de leurs chums, dans le sens que ils n'ont pas l'impression de parler nécessairement à une marque, ils ont l'impression de parler à quelqu'un qui va les écouter, qui va répondre à leurs demandes.
C'est vraiment cool. Ouais, c'est cool. Puis est-ce que tu penses que, à cause que là, ça fait pas excessivement longtemps, mais vous avez eu un deal avec Simons? Ouais. C'est là d'ailleurs que j'ai acheté mon chandail. Okay. J'ai vu ça dans le rack de Simons, puis j'étais comme, oh my god, ils sont rendus Yes. vraiment big, là. Comment ça s'est passé? C'est quoi les répercussions que ça a eu sur votre entreprise? Est-ce que vous avez fait du démarchage pour être capable d'être... Honnêtement, pas. Ça a plutôt été à l'inverse. Nous, au début, on était e-commerce. À la base, c'était de la vente de t-shirts d'une personne à une autre, mais on est devenu e-commerce dès le départ. On voulait vraiment mettre notre focus là-dessus parce qu'on croit beaucoup en technologie, on croit à la vente sur le web beaucoup plus qu'en magasin. C'était vraiment ça notre focus. Mais à un moment donné, ça s'est mis à tellement bien marcher, les gens sont mis à en parler, donc là, on a plusieurs petites boutiques qui sont mis à nous approcher. Ça a toujours été comme ça. Pour le côté wholesale, vente en boutique, les boutiques nous approchaient. Finalement, on s'est dit qu'on n'allait pas cracher sur de l'argent, donc on s'est mis à accepter ça. On a un peu modifié notre modèle d'affaires pour répondre à cette nouvelle réalité-là, puis Simons, c'est pareil. C'est arrivé, dans le fond, c'est avant qu'on passe même à l'émission des Dragons. Ils nous ont approchés pour mettre leurs produits en magasin. Donc, c'est eux qui nous ont approchés. On n'a pas vraiment démarché à ce niveau-là. On a fait une première commande, ça s'est vraiment bien vendu. Puis après ça, là, ça fait à peu près 1 an. Je dirais qu'on est en Simons, mais la courbe là, de croissance est encore là. Donc, au début, c'était des plus petites commandes, puis ça a toujours enchaîné. Ils n'ont jamais arrêté. Donc, on a une bonne relation avec eux. Puis maintenant, on a un peu quelque chose de similaire avec les Sport Experts aussi. Ils ont une division un peu plus lifestyle, pas de vêtements de sport, mais puis encore une fois, c'est eux qui nous ont approchés. On a des reps, mais ça fait même pas une demi-année qu'on a des représentants qui font un peu de démarchage pour nous. Mais le reste du temps, ça vient de... C'est l'inverse. C'est vraiment fun. Ça, ouais. Ça doit faire un petit boulot, mettons, que cool. Simon s'approche pour vendre. C'est cool. Honnêtement, au début, on n'était pas certain qu'on voulait le vendre en magasin. Parce que c'est complètement un autre business model. Je suppose que ça doit créer de la friction dans le sens que sur votre site web, tu sais, normalement, quand tu vends pas en magasin, tu peux pas aller le prix que tu veux, tu peux faire les rabais que tu veux, n'importe quand, mais là, sûrement qu'il y a un conflit d'intérêt qui... Il y a un tout petit peu de cannibalisation dans le sens que au niveau des ventes, il y a beaucoup de gens qui préfèrent acheter en magasin puis qui vont aller acheter chez Simons. Puis mais au niveau des prix, ils doivent se plier au prix que nous on leur dit. Puis en théorie, on pourra faire des rabais si nous on leur permet pas de faire des rabais. Okay. Donc bon, il y a des boutiques qui font pareil, mais donc c'est pas si mal à ce niveau-là. C'est vraiment quand même nous qui contrôlons l'image en général du produit en magasin. C'était plus au niveau du modèle d'affaires que c'était plus difficile. En ligne, tu commandes ton t-shirt, nous on le produit après, puis on a déjà ton argent de notre côté, donc c'est plus facile à financer versus en Simons commande 5000 chandails. Ok, parce que ton inventaire, Simons te paye quand que eux autres vendent le chandail. En fait, ils vont te payer un délai de 60 ou 30 à 90 jours, on va dire, après la réception de la commande. Okay. Mais nous, il faut acheter les chandails, donc peut-être 2 mois à l'avance, faut les produire, faut leur livrer, puis après ça, 60 jours plus tard, on reçoit notre argent. Ouais, c'est ça. Il faut le financer, ce 3 mois-là, faut financer l'inventaire, versus en ligne, c'est un peu à l'inverse, dans le sens qu'on pouvait garder des stocks bas, puis faire du juste à temps. Donc toi, Olivier, tu choisis la base blanche, une poche, nous autres, on a des chandails blancs, on le prend, on crée ton chandail une fois que tu as fait la commande. C'est vraiment comme ça rentre sur le site web et on le crée avec un flux unitaire. Parce que tu peux pas garder, je veux dire, 10 chandails de tes 5000 combinaisons. Non, définitivement pas. Possible. Non, chez nous, on a les racks avec les 72 modèles de poche. Puis après ça, on a notre inventaire est plus gros parce qu'on fait de la boutique, mais avant, on avait peut-être 50 de chaque base. Puis quand il nous en manque, on en rachetait. Mm-hmm. Mais donc, en boutique, ça a un peu changé ce modèle-là. Au début, on a hésité, mais Simon, c'était une belle preuve de crédibilité pour tout le reste. Une fois qu'on est rentré là, après... Tout doit être rendu plus facile. Là. Oui, ça nous prend des ventes, puisqu'il y a des gens qui vont acheter en magasin, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent ils sont chez Simon, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont en ligne, parce que chez Simon, on a 5-10 modèles de poches, puis maintenant, c'est des poches exclusives à Simon, donc si tu vas là, tu trouves pas ce qui te plaît, tu vas juste essayer le fit. Mais tu vas l'acheter en ligne. Définitivement. Moi, quelque chose qui est fun aussi avec Simon, c'est ça, c'est qu'ils ont plein de marques comme ça. Ouais. Tu vas essayer un t-shirt, puis après ça, si t'es satisfait avec
avec sa durabilité, les couleurs, tout ce genre de choses-là, tu t'en vas sur le site de la compagnie puis t'en rachètes directement de la personne. Fait que t'as pas besoin de te déplacer, c'est cool. Non. Mais là, écoute, on a comme skippé une bonne partie du développement de ton entreprise. Comment est-ce que tu passes de... First, comment tu fais tes t-shirts? Comment ça marche? Mettons que je veux vendre des t-shirts. Yes. Est-ce que je m'en vais au bouclair m'acheter du tissu avec des patrons puis je commence à coudre? C'est quoi l'étape numéro 1, puis dans le même au sein de notre entreprise, on a d'autres employés qui ont d'autres marques de linge parce qu'on le permet. Puis un peu on le voit un peu, on l'a vu nous, puis on le voit là, c'est super facile. Là. À la base, en fait, tu vas pas coudre ton t-shirt jamais. La première étape souvent c'est d'acheter un basic chez Gildan. Chez un revendeur quelconque, là, il y en a plusieurs. Il y a Next Level Apparel que tu vas, dans le fond, t'achètes un chandail qui existe déjà. Puis le modèle le plus commun, c'est d'aller faire imprimer après quelque chose dessus. Nous, à place de l'impression, on fait la poche. Comment nous, on a fait ça, en fait, au début, on allait chez Fabriqueville ou Club Tissu. On allait chercher les tissus qui nous allumaient le plus. Puis ça a commencé, c'était la mère d'un ami du fondateur qui faisait les poches dans son salon. Donc elle faisait la couture là. Puis après ça, on a trouvé une couturière qui en faisait chez elle. Puis justement de fil en aiguille, on est rendu avec fil en aiguille. Il y a tellement ouais, nous autres c'est incroyable, mais fait que là on est rendu ça avec une équipe de peut-être 25 couturières à temps plein. Okay. Mais c'est assez simple dans le sens que l'idée, il y a rien de compliqué à faire là-dedans, mais après ça, c'est de toujours s'améliorer, de faire une meilleure poche. Là, au début, on prenait des trucs chez Club Tissu, mais l'évolution qui est venue après, si on veut des meilleures marges, une fois que tu as un certain volume, tu vas vouloir se couper, tu vas pas vouloir aller nécessairement chez Gildan, tu vas peut-être vouloir aller faire tes chandails avec une usine sur Alibaba, aller chercher un manufacturier directement. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Vers le milieu de la deuxième année, on a commencé à faire produire notre propre fit de chandail qu'on a développé en allant chez Simon. On a acheté un beau fit, on a dit on veut quelque chose qui ressemble à ça. On l'a envoyé au Guatemala, etc. Donc, sur des coûts, là, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, peut-être de faire produire ici au Québec. Donc, c'est vraiment, tu peux commencer très low cost. Comment est-ce que tu peux avoir des coûts plus bas en faisant produire au Québec que dans un... Dans notre cas, pour ça, l'étape numéro 3, c'est pas nécessairement, ça va être plus au niveau de la complexité, parce que vu que nous, on fonctionne beaucoup, comme je t'ai dit, en juste à temps. Donc, tu commandes en ligne, puis on te produit ton chandail. Donc, pour nous, de faire des immenses commandes qui viennent de l'Amérique du Sud, c'est bien, mais c'est pas nécessairement peut-être le plus simple pour nous. On va peut-être payer un montant équivalent, mais on va sauver sur des coûts de transport, on va se gagner en niveau flexibilité, on va se rapprocher peut-être de nos valeurs aussi. Mm-hmm. Donc, je dirais que ce projet-là n'est pas nécessairement pour sauver des coûts, mais pour simplifier nos opérations. Mm-hmm. Mais dans le fond, entre acheter un chandail Gildan puis acheter toi-même chez un fournisseur, là, il y a quand même une bonne drop de coûts. Mm-hmm. Mais ce qui est cool avec en mode, c'est que tu peux commencer avec rien. Au début, là, chaque chandail qu'on vendait finançait les deux autres d'après. Donc, dès que tu faisais une vente, tu pouvais en racheter. Donc, on n'a jamais eu besoin de... Il y a pas vraiment d'argent qui a dû être déboursé. On est très bootstrappé dans le sens... 15 000 que tu as eu à mettre pour acheter définitivement pour acheter des chandails ou des stocks ou... on s'est gardé un modèle vraiment très, très, très simple. Là, ce qui tue la plupart des entreprises de mode québécoises ou peut-être c'est que souvent c'est des gens qui ils se font produire 200 chandails avec un modèle puis ça leur coûte je sais pas une couple de 1000 puis finalement ils les vendent jamais ou ils sont pas flexibles parce que c'est un gamble. À chaque fois que c'est un gamble, tu fais un modèle il marche pas versus nous au début on achetait comme presque à l'unité là ou presque pour tester le marché pour juste commencer à vendre plutôt que de planifier des poches, planifier des modèles. Je pense que pendant des mois, puis là, finalement, d'en acheter 500, puis là, tu te rends compte que finalement, il y a personne qui veut des poches avec des paresseux sur un Segway. Donc, on n'a pas eu ce risque-là dans le sens qu'on avait... les gens choisissent ce qu'ils veulent, puis c'est un film au foire. Voilà. Ça me fait penser, il y avait le podcast qu'on a fait avec Phil Cipriano, que Gut Rider, lui, la façon qu'il a commencé, c'est qu'il faisait ses chandails sur Teespring.
Fait que tu fais ton design, tu l'uploads sur Teespring s'occupe de tout, ils vont le faire imprimer la quantité qu'il en a besoin, juste assez. Fait qu'il n'y a aucun risque, il n'y a aucun coût d'associer avec ça. Puis il y a beaucoup de compagnies, beaucoup de monde qui font du t-shirt marketing, si on veut dire. Où la seule chose que tu as à faire, c'est d'attirer du trafic qualifié vers ta page de vente, puis de l'argent théoriquement censé arriver. Mais lui, il a voulu couper Teespring. Fait qu'il s'est parti un Shopify, qui est exactement la même chose que vous avez fait. Sauf que vous autres, vous n'avez pas utilisé Teespring avant, là, vous avez été directement vers un Shopify. Pourquoi Shopify, pas un autre? En fait, dans mon background, j'ai beaucoup travaillé avec WordPress. J'avais une petite expérience avec Drupal, un petit peu avec Magento. J'avais touché à d'autres systèmes, puis ça peut faire la job, mais moi, je voulais chercher quelque chose de très simple au niveau de la maintenance, quelque chose qui permettrait de focusser 100% sur la vente, sur le marketing, sur les optimisations plutôt que d'essayer de développer des trucs. Puis Shopify, c'est un peu comme une solution tout en un. Ça a des bons côtés comme des mauvais, mais tu passes sur Shopify, tu peux le partir rapidement. Même si le premier site qu'on a fait, c'était Shopify avec une partie custom que j'avais développée, mais ça a été relativement rapide à faire, ça a été low cost, ça nous a permis de commencer tout de suite la vente en ligne, plutôt que de développer pendant plusieurs mois sur Magento ou un autre système. Ça nous a permis d'aller rapidement, puis de pas, tu peux dormir sur tes oreilles, là. Shopify, si jamais leur serveur plante, ben c'est que ça va pas bien dans le monde. Fait que, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Il y a quelqu'un qui s'en occupe, puis c'est leur checkout. Non, mais c'est sûr. Les serveurs d'Amazon S3, il y avait droppé. Ouais, ça arrive, mais tu sais, ça c'est une bonne excuse. Tu sais, quand ça plante, t'es comme moi, mais tout le monde vient de voir. 30% d'Internet est down. L'internet est down, fait que ça arrive, mais c'est vraiment moins compliqué que de devoir gérer la sécurité sur des serveurs, etc. Fait que Shopify, c'était aussi, c'est toute l'expérience que derrière ça, leur flow de checkout est quand même bien optimisé, donc la conversion de base est bonne sur leur système versus sur d'autres alternatives. Il y a des alternatives québécoises, là, comme Mon Panier d'achat ou des trucs comme ça, où l'expérience du client est pas aussi peaufinée qu'avavec Shopify. Donc, disons que je veux partir à un site de commerce en ligne. J'ai une idée de produit. Disons que ça, le produit, c'est tout occupé déjà, on sait quoi prendre, on a validé le marché, on sait qu'il y a un intérêt. Mais tout côté technologique, tout côté marketing, on sait pas exactement par où commencer, quoi faire. Fait que là, on va prendre Shopify, on va faire comme toi, on va prendre Shopify. C'est quoi les étapes, là? On fait notre site web, on va chercher notre nom de domaine, puis on met un produit. That's it? Ben, je dirais que ça peut être aussi simple que ça. En une soirée, ça peut être réglé. Je pense que... Pas besoin de plan d'affaires, pas besoin... On est beaucoup à être dans l'école du le faire le plus rapidement possible, puis après ça, optimiser, dans le sens que si toi tu commences à vendre ce soir versus ton compétiteur qui va faire son plan d'affaires, il va peaufiner son brand, il va faire ses trucs. Mais je veux dire, t'as pas besoin de t'incorporer, t'as pas besoin de rien faire. Tu fais juste un site web, tu mets un produit, tu le mets en vente, that's it. Ben, en théorie, tu pourrais décider d'enregistrer ta compagnie, mais c'est encore là, c'est quelque chose que tu peux faire, qui est possible de faire par la suite. L'incorporation, c'est encore quelque chose que tu peux faire plus tard, dans le sens, il y a beaucoup de gens qui veulent commencer par faire ça, ce qui est pas une mauvaise chose, mais tu peux très bien commencer là, à être chez toi, là, tu peux être Marcel de Saint-Calixte, puis tu peux décider de commencer à vendre ce soir un produit, tu trouves un nom de domaine, un .com. Tu t'ouvres ton Shopify, tu mets ton produit, puis tu peux commencer dès ce moment-là, après ça, à focusser sur comment tu vas améliorer ton expérience en ligne, comment tu vas, c'est quoi les idées de marketing que tu vas faire pour aller chercher du monde. Tu peux aller chercher tes premières ventes dans les premières heures avec des amis, de la famille, des contacts. Tu passes ça sur Facebook, tu passes ça sur Facebook, tu passes ça partout, tu essaies de faire le plus de bruit possible. Tu as 4-5 emails. Ouais, mais c'est un bon début. Puis après ça, évidemment que c'est pas aussi simple que ça, mais puis que tu vivras pas de ton entreprise dès le jour 1. Mais en passant pas trop de temps sur ça, ça va te permettre de vraiment focusser sur ta croissance de ce jour-là jusqu'à... Puis Shopify, moi j'ai jamais utilisé Shopify. Okay. J'ai aucune idée ça ressemble à quoi le back-end. C'est simple, n'importe qui peut... C'est vraiment simple, honnêtement. Fait que Marcel, ouais. 64 ans, ouais. Il aimerait ça vendre quelque chose sur Internet. Yes. Il peut s'en aller prendre marcelvendquelquechose.com, ouais. mettre son produit, publier ça sur Facebook. Puis en dedans d'une soirée, le lendemain matin, sa belle-sœur est capable d'y acheter qu'est-ce qu'il voulait vendre. Ouais, définitivement.
Shopify n'est pas la seule solution. Là. Il y a possiblement Squarespace ou d'autres sites qui peuvent être intéressants, mais c'est assez simple. Tu peux arriver, tu prends un thème gratuit, fait que ton site, il va déjà être passable. Fait que si t'avais un billboard Ouais. que tu pouvais acheter pour mettre sur toutes les autoroutes du Québec, qui viserait les gens qui aimeraient ça se partir en business dans le e-commerce, qu'est-ce que tu dirais sur ce billboard-là? Qu'est-ce que j'utiliserais? Qu'est-ce que tu dirais? Pour dire à ces personnes, t'as un message que tu veux passer au Québec. Là. OK. Je dirais que c'est... Regardez ma poche. Regardez ma poche. Ouais. Achetez-moi un poche et fils. Puis après ça, honnêtement, je leur dirais que c'est le temps de se lancer maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que ça sera pas plus le temps plus tard. C'est mieux de te lancer là. Dans le sens que le meilleur temps pour David, qui était passé ici, il disait que le meilleur temps pour te lancer, c'était le 6 ans. Ouais. Le deuxième meilleur moment pour te lancer, c'est maintenant. OK, ben c'est vrai que en fait, si tu procrastines sur une idée depuis longtemps, le meilleur temps, c'était probablement v'là 2 mois, 3 mois, 1 an. Ouais. Mais je pense que le mieux, c'est de se lancer là. Puis si jamais ton idée marche, tout va bien aller, puis tu vas être capable de trouver des moyens de croître. Mais si jamais ça marche pas, ben tu vas le lancer là. Puis dans 1 mois, tu vas te rendre compte que ça marche pas, tu vas passer à autre chose, tu vas passer à une autre idée. Plutôt que d'attendre 6 mois, de préparer un beau site web peaufiné, de mettre de l'argent à l'infini dans des shooting photos, dans des plugins, des techniques, de préparer tes techniques de vente, tes techniques de marketing, tout ça avant de commencer à essayer de vendre. Puis là, de te rendre compte qu'au final, personne n'en veut de ton produit. Ouais. Donc, je dirais que c'est maintenant le temps de se lancer. Puis Shopify, c'est une belle première étape. Ça peut être, je dis pas que tu restes là-dessus à l'infini, mais en une soirée, on veut décider de commencer à vendre des sous-verres en céramique. Là, on peut s'asseoir, puis en 1 heure, on peut commencer à en vendre. Mm-hmm. Même si on n'a aucune connaissance. Non, c'est vraiment c'est cool. Ça la beauté de la chose. Et les gens qui se lancent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont se dire « Ouais, mais ça me prend une bonne présence sur les médias sociaux. Ça me prend une bonne stratégie. Médias sociaux. Il y a personne qui me suit sur Internet. » Fait que, tu sais, dans le sens que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont postponer, qui vont retarder la lancée de leur site web, de leur produit, pour se bâtir un following, une audience sur les médias sociaux. C'est probablement un peu plus ton expertise que la mienne à ce niveau-là. Moi, je vois pas pourquoi les deux peuvent pas cohabiter, dans le sens que je vois pas pourquoi tu pourrais pas lancer ton site puis permettre dès le début de ta croissance aux quelques personnes, s'il y a une personne sur 100 qui veut acheter, mais au moins, ça sera cette personne-là qui peut déjà acheter. Versus si tu travailles beaucoup à monter ton audience, tu vas attendre plusieurs mois, tu vas atteindre 10 000 followers, tu vas parler à ton monde, tu vas préparer, tu vas monter du hype, ça peut marcher aussi, mais tu peux aussi te casser la gueule, parce que c'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes qui te suivent que c'est des gens qui veulent nécessairement acheter. Il y a une grosse différence entre payer sur like et mettre son numéro de carte de crédit. Exactement. Donc, quand même s'il n'y a pas de following, je pense que j'essaierai de monter les deux le plus possible en même temps. Donc, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Parfait. Écoute, avant qu'on change de sujet, qu'on regarde les techniques de marketing là-dessus, quelque chose que j'aurais oublié sur la démarche entrepreneuriale que tu aimerais partager, une anecdote particulière, tu pourrais nous parler peut-être de ton expérience dans l'Œil du Dragon. Ouais, c'était cool. Dans le fond, dans l'Œil du Dragon, c'est l'émission québécoise. Ça a été surtout un bon médium pour aller chercher de la visibilité. C'était quelque chose de intéressant, mais c'est drôle parce que les gens pensent beaucoup que c'est à cause de ça qu'on est devenu gros, mais au final, notre courbe de croissance était comme ça. Dans l'Œil du Dragon, on nous a donné un pic, mais on est vite retombé un peu sur notre ligne directrice. Donc, toutes les entreprises c'est cool d'appliquer, c'est le fun, mais c'est vraiment pas aussi life-changing que les gens peuvent le penser, là. Puis, c'est quoi l'expérience? Je veux dire, ça, c'est des venture capitalistes, un peu, si on veut. C'est des anges investisseurs. L'expérience personnelle est vraiment cool parce que dans le fond, t'as le stress d'être à la TV, de faire un tournage, de passer devant des millions de personnes. Tu parles à des gens qui sont tous millionnaires devant toi, là, dont Mitch Garber qui vaut je sais pas combien de centaines de millions de dollars. T'es capable de leur pitcher ton idée. On a été capable d'intéresser nous 4 dragons sur 5 à l'époque. C'était qui celle qui voulait pas? C'était Ankle. Ouais.
La madame. Donc, en fait, elle trouvait qu'on manquait l'aspect social. Donc, nous, on s'implique beaucoup dans beaucoup de causes. On s'implique avec le cancer du sein, on fait des trucs drôles. On a toujours donné beaucoup en s'associant aux causes qui nous tiennent à cœur, mais on veut pas nécessairement trop le faire. Mais elle était du genre à vouloir qu'on, mettons, on vend un chandail, on en donne un. Ouais. Elle était très sociale, donc elle voyait un peu moins ça. Les 4 autres nous ont fait des offres. Puis après ça, c'est cool parce que tu rentres dans le processus de négociation avec ces gens-là. Une fois l'émission terminée, t'as le processus des due diligence. Donc, tu travailles avec des avocats, tu travailles avec des... C'est vraiment comme... t'es un peu comme dans la ligue des grands. Donc, l'expérience personnelle autour de ça est vraiment cool. Puis nous, même si au final, après quelques mois de discussion avec les dragons qui nous avaient donné le deal, ça a pas abouti. On a vraiment appris, ils nous ont vraiment aidés, c'est vraiment quand même cool ce volet-là. Puis, tu sais, quelques mois plus tard, ça nous a donné un peu la confiance d'aller chercher un autre investisseur qui concordait peut-être un peu plus avec ce qu'on recherchait. Donc, c'était assez cool. Puis, si je peux finir dans le fond sur le plus global au niveau de l'entreprise, je pense que c'est important de s'entourer de bonnes personnes. Fait que tu disais par rapport à la démarche entrepreneuriale, tu sais, dans Poche et Fils, t'as Anthony qui c'est le génie un peu créatif, celui qui s'occupe des tout ce qui est vraiment plus marketing, d'idées, du brand. Puis tu sais, lui, c'est souvent lui qui est en avant de l'entreprise, le frontman. Mais puis dans le fond, tu sais, sans lui, on serait pas où ce qu'on est. Mais derrière ça, tu sais, sans le web, de mon côté, on serait pas où ce qu'on est. Sans Nicolas qui est le gars des opérations, tu sais, c'est vraiment, je pense que Anthony s'est entouré des bonnes personnes puis on s'est bien complété. Fait que dans le sens, si tu te lances en entreprise puis que tu as une compétence que tu n'as pas, ça peut être vraiment intéressant. Plutôt que de pas te lancer, ça peut être intéressant de juste trouver quelqu'un qui va venir compléter tes lacunes, où tu peux les apprendre, bien sûr, là, si t'es un autodidacte un peu comme toi, mais... Ouais, mais il y a beaucoup de chapeaux à mettre. Mais dans le sens, à un moment donné, ça devient large. Toutes les avoir, là. Donc, au début, ça se fait. Ouais, clairement. Mais aussitôt que ton entreprise commence à grossir, tu peux pas, écoute, là, juste au niveau de la fiscalité, de la finance, la comptabilité, il faut relation client, ouais. Développement du produit, technologie, puis non, c'est absolument. Engager tes employés, gérer tes employés. Non, tu peux pas tout faire ça. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est important mais ce qu'on voit souvent, là, c'est des gens qui vont se partir avec leurs amis. Ouais. Ils ont pas nécessairement fait leur due diligence sur l'autre personne. Non. Ils savent pas s'ils ont déjà fait des projets dans le passé ou si ouais. ils travaillent bien avec. Il y a des chicanes qui se font. Ça peut mal finir. Ça peut... La plupart du temps, ça finit mal. Ouais. Mais il y a certainement moyen là, de... Comment est-ce que vous dealez avec 3 personnes? Je pense que c'est mieux que 2, parce que là, il y en a une qui peut trancher. Ouais. S'il y a des conflits d'opinion. En fait, je dirais que la première année, ça a été quand même assez... La lune de miel. Tumultueux. Ouais, non, c'était l'inverse, je te dirais. Ça a été tumultueux, là, donc on était 3 personnes avec des attitudes vraiment différentes. Moi, j'étais plus le gars qui travaille de nuit, qui travaille un peu de n'importe où, un peu le geek de la place. On a une vision, puis les autres connaissaient pas nécessairement la technologie, connaissaient pas la réalité. En fait, puis moi, je connaissais pas nécessairement la réalité des opérations. On avait 3 personnes qui se comprenaient pas trop. On se complétait dans nos différentes forces, mais on se complétait pas, donc on avait souvent des bonnes frictions. Définitivement, c'est mieux 3 que 2 parce que là, il y a tout le temps un qui peut trancher, il y en a un qui peut essayer de faire voir les choses à l'autre d'un angle différent. Mm-hmm. Donc ça nous a vraiment aidé à passer à travers ça. Maintenant, ça va vraiment super bien. Puis on a même un 4e qui est notre investisseur mentor, qui est un peu plus vieux, qui lui ici amène un peu une autre vision. Mais c'est normal, c'est un peu comme un couple. Fait que c'est peut-être normal qu'il y ait des chicanes. S'il n'y a pas de chicanes, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Donc, super. Donc, parfait. Ouais. Fait que, on va vous revenir la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour la suite de l'épisode, où on va parler plus de marketing. Bon, on va jaser de tout ce qui est l'expérience utilisateur, la conversion, tout le marketing qu'ils font en arrière pour être capable de faire leur machine de vente, yes, qui leur génère des millions en revenus.
Alexandre Vanier, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié pour l'ensemble des notes, des ressources, tout ce qu'on a mentionné durant cet épisode, ça va être disponible au latranchée.com/13 et pendant que vous y êtes, si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous pourrez utiliser bien sûr l'option commentaire si vous êtes membre de la tranchée ou sinon sur YouTube ou encore via SoundCloud. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas vous abonner, nous faire un petit thumbs up, un like, peu importe la plateforme que vous avez décidé. Alright, fac, on se revoit la semaine prochaine pour la suite de cette entrevue et on va avoir une petite surprise pour vous. Si jamais vous pensez vous acheter un chandail de Poche et Fils, prochainement, ça vaudrait peut-être la peine de patienter une semaine de plus et d'attendre l'offre qu'on va avoir à vous présenter. Alright, j'en dis pas plus long, on se revoit la semaine prochaine.